Bonjour, bonjour mes amis. Donc, ceci est le premier cours dans la section sur la gestion et le contrôle de la qualité. Alors, je vous ai mis plusieurs fichiers dans données. Alors, on va les regarder tout de suite. Donc, dans le PowerPoint, on commence avec ça. Première page. Voilà. OK, donc la qualité. Donc, ici, on voit une montre Rolex. Est-ce qu'une montre Rolex, c'est de la qualité? Souvent, on pense aux qualités Rolex, Rolls-Royce, Mercedes. Ça, c'est de la qualité. Mais est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce que ça veut dire la qualité? Est-ce qu'une montre cheap, pas chère, du magasin du dollar peut être de la qualité? Ah, bonne question, hein? C'est quoi la qualité? Donc, souvent, on associe la qualité à des marques comme Toyota. Wow, ça, c'est de la qualité. Nissan, BMW, Mercedes, Volvo, Sony, Toshiba. Donc, est-ce que c'est ça? Les gens parlent de qualité, on utilise tout le temps ce mot-là, mais est-ce qu'on est capable de le définir? C'est quoi de la qualité? Donc, la définition officielle, ben, celle que j'utilise dans mon cours, qu'on utilise dans le milieu, c'est conforme aux spécifications. Il y en a qui disent conforme aux attentes. Ça veut dire quoi conforme? Ça veut dire que je demande quelque chose comme je commande une table qui est 300 par 800. Ben, si la table est exactement ces dimensions-là, c'est de la qualité. C'est conforme à mes spécifications, à mes attentes. Si la table est trop longue, mais je la reçois, puis non, je ne vais pas être content. Je vais dire, elle est trop longue, c'est pas de la qualité. Si elle est trop large, même chose, je vais dire non, c'est pas de la qualité. Il va falloir que je la modifie. Je ne suis pas content. Je ne suis pas un client content. Donc, ça, c'est la qualité, conforme aux spécifications. Là, j'ai parlé de longueur, largeur, des choses qu'on peut mesurer, mais on peut aussi tester par rapport à la couleur. Si je reçois quelque chose, ce n'est pas la bonne couleur que j'ai demandé, pas de la qualité. Est-ce qu'il y a une façon de mesurer la couleur? Eh oui, il existe une machine qui s'appelle un spectrophotomètre. Et là, ça envoie de la lumière à un objet et il sort trois coordonnées X, Y, Z qui sont des coordonnées par rapport à la couleur. Et oui, effectivement, les couleurs peuvent être chiffrées aussi. Donc, on peut voir, est-ce qu'on a reçu la couleur qu'on a commandée? On peut le tester. Le poids, on peut voir, est-ce que le poids que j'ai commandé, et c'est le bon poids? Moi, j'ai commandé des poids de 25 kilos. Est-ce que c'est vraiment 25, plus ou moins? Si oui, je suis content, c'est de la qualité. Sinon, c'est pas de la qualité. Ça peut être le goût même. Right? Donc, ça peut être des choses qui sont difficiles à mesurer aussi, mais encore une fois, c'est la même définition. Est-ce que c'est conforme à mes spécifications? La résistance, je peux tester la résistance d'une chaise. Est-ce qu'elle résiste à mon poids ou non? Voilà, c'est qualité, pas qualité. La durée de vie, ça aussi. Donc, c'est moi qui vais décider qu'est-ce qui est de la qualité. Donc, si je retourne à mon exemple de montre cheap du magasin de l'art, ben, si je voulais une montre qui me dure 3 semaines, puis elle m'a duré 6 mois. Oui, elle a brisé après 6 mois, mais je voulais qu'elle dure quelques semaines seulement. Donc, est-ce que c'était de la qualité? Est-ce que c'était conforme à mes attentes? Oui. Donc, c'est de la qualité. Donc, vous voyez que c'est de la qualité dépend de chaque client. La qualité, souvent, on va parler un peu du domaine médical. Donc, ça, j'ai vu plusieurs articles où les personnes, on voit ici dans cette photo-là, wow, on a fait une opération, on a laissé des ciseaux dans la personne. Wow. Des fois, c'est une règle qu'on laisse. Des fois, imaginez-vous, on fait une opération et ensuite on ferme la personne et puis la personne s'en va et sans des douleurs. Mais oui, il y a une règle dedans, on a oublié quelque chose dedans. Comment est-ce que c'est possible? Les médecins sont supposés être les gens les plus intelligents, n'est-ce pas, de la planète, selon moi. C'est des gens pas mal géniaux. Ils sont des génies, n'est-ce pas? Alors, ils sont géniaux, normalement. Mais est-ce qu'ils font des erreurs? On va en parler. Est-ce que ça arrive souvent? Bien, selon cet article-là, entre 44 000 et 98 000 Américains, ils meurent
à chaque année à cause des erreurs qui auraient pu être évitées. Des erreurs nounounes que, ben oui, on a un mauvais médicament, on a oublié quelque chose dans le patient, on a fait des choses. Donc, j'ai sorti un article assez intéressant, je vais vous le partager avec vous, sur des exemples d'erreurs dans le domaine médical. Est-ce que je peux le trouver? On va essayer de trouver ça. Une seconde, on va l'ouvrir. Les erreurs médicales. Ouais, voilà. Donc, je partage avec vous. C'est juste pour vous montrer que les erreurs, on les voit partout. Voilà. OK, donc ici, c'est ça, c'est exactement les mêmes statistiques. Donc, ça, c'est un peu drôle quand on le dit, mais c'est pas drôle pour la personne. La personne est allée amputer une jambe, ils ont amputé l'autre jambe. Une petite erreur. On a amputé la jambe gauche au lieu de la jambe droite. Wow! Kidneys, donc des reins qui ont été, le mauvais qui a été sorti. Donc, on voit ici des personnes, the wrong disc, des disques dans la colonne vertébrale, on a enlevé la mauvaise jambe, le mauvais bras qui a été, la mauvaise testicule qui a été amputée. Oh, une petite erreur, hein? Donc, ça arrive des erreurs ici. Le mauvais poumon qui a été transplanté, on a enlevé celui qui était bon, on a laissé celui qui n'était pas bon. Un enfant qui a été circoncis, qui n'était pas supposé être circoncis. Les yeux, des fois, on va amputer le mauvais œil ou se faire une opération. Wow! Donc, ça arrive assez souvent. Comment est-ce que c'est acceptable, ce genre de choses-là? On voit exemple après exemple des gens qui meurent à cause de ça. Des fois, c'est vraiment triste. Ici, ça, c'est l'histoire d'une femme qui est allée se faire opérer sur son œil gauche parce qu'elle avait un œil qui fonctionnait. Et puis, on a enlevé l'œil qui fonctionnait bien. Et puis là, la madame est sortie. Elle était quasiment aveugle. Et non seulement ça, elle a trébuché, elle est tombée, elle a cassé sa hanche. Aïe, 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 aïe. Donc, dans le domaine du service, restaurants, hôpitaux, les banques, les domaines de la comptabilité, et oui, il y a du contrôle de qualité à faire. Pas juste dans les usines où on fabrique des choses, mais dans la construction des maisons, dans plus n'importe quel domaine, même si c'est en finance, comptabilité, on doit faire du contrôle de la qualité. Donc, ce sont des exemples. C'est un peu triste, mais on voit que ça existe. OK. On va continuer avec notre PowerPoint. Oui. Oups, donc je vais le partager avec vous. Est-ce qu'il est mon PowerPoint? Il est là. OK. Donc, ces erreurs-là, est-ce qu'on peut blâmer les médecins? Exemple, les ciseaux qui ont été laissés à l'intérieur du patient. Est-ce qu'on blâme tout de suite le médecin? Est-ce qu'on dit, oh, c'est sa faute? Ou est-ce qu'on blâme l'infirmière? Ou est-ce qu'on peut blâmer quelqu'un d'autre qui était dans la salle opératoire? Ce qu'on a vu avec une analyse, 15% des accidents sont dus à des erreurs des personnes. Seulement 15, 85%, c'est le système qui a été mal créé. Quel genre de système est-ce qu'on aurait pu avoir pour éviter ce genre d'erreur-là? Peut-être avoir une liste de vérification. On rentre dans la salle avec 30 outils. Quelqu'un va mettre oui ou non à la fin. Est-ce qu'on sort avec les 30? S'il reste 28 sur notre cabaret, où sont les deux autres? Peut-être qu'ils sont dans le patient. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'aussi simple que ça prend? Donc, le système pourrait nous aider à éviter des erreurs-là. OK? Alors, des fois, en fait, souvent, ce n'est pas la faute des personnes, mais c'est la faute du système. Et si on avait créé un système qui était adéquat, on n'aurait pas eu ces erreurs-là. Que ce soit dans un resto, on peut avoir une procédure, que ce soit dans le domaine des finances, genre d'analyse, on peut avoir encore une liste de vérifications à faire. Donc, ça, c'est notre rôle éventuellement
ou votre rôle en tant que futur gestionnaire, d'établir peut-être des procédures pour que vos employés, parce qu'un jour vous allez être des hauts dirigeants, pour qu'ils ne fassent pas des erreurs. N'est-ce pas? Dans le Moyen Âge, je vais faire un petit lien ici avec la qualité. Okay? Donc, dans le Moyen Âge, les personnes, il y avait des maîtres et leurs apprentis. Donc, on voulait, exemple, des souliers. Donc, on allait demander à la personne, ben, je veux des souliers de telle couleur, telle grandeur, de tel matériel. Il te les faisait exactement selon tes spécifications. Parce que c'est de la qualité. Ben oui, c'est la définition de la qualité, conforme aux spécifications, n'est-ce pas? Monsieur Smith, Adam Smith, est-ce qu'on connaît Monsieur Smith? Monsieur Smith, c'est Monsieur Adam Smith. Il a écrit un livre qui s'appelle Wealth of Nations. Wealth of Nations, ça veut dire la richesse des nations, et c'est lui qui est le père de la révolution industrielle. C'est lui qui a dit on devrait travailler à la chaîne et diviser les tâches en personnes. Donc, ça ne va pas être comme avant où l'apprenti ou le maître faisait le soulier de A à Z pour le client. Là, on va diviser les tâches. Donc, ça a augmenté de beaucoup la production, la vitesse, parce que chaque personne était spécialisée dans sa tâche et faisait la même chose toute la journée. Donc, c'est lui qui a commencé la révolution industrielle. Taylor, M. Frédéric Taylor, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous rappelez? Dans votre cours d'initiation à la fonction de gestionnaire, Taylor, il a standardisé les méthodes de travail. C'est-à-dire que non seulement tu fais la même chose tout le temps, division des tâches, mais aussi il y a une façon de faire pour la qualité soit parfaite ou constante tout le temps. Donc, tu ne peux pas travailler de n'importe quelle façon. Il faut respecter les règlements. Lui, je pense que c'était un ingénieur industriel. Donc, c'est lui qui a établi comment tu tiens l'outil, combien de fois tu fais ça, les angles, tout ça, pour que tout le monde le fasse de la même façon. Et au début, on faisait du contrôle de la qualité de façon aléatoire, au hasard. De temps en temps, on prenait une pièce et on voyait comment ça se faisait. Il y a eu beaucoup d'améliorations depuis ce moment-là. Donc, M. Ford a établi le modèle T, la fameuse modèle T. C'est-à-dire que toutes les autos étaient exactement pareilles. Donc, ça, il pouvait faire plus de voitures comme ça. Ils étaient toutes pareilles, standardisation et donc augmentation de la production. Sauf qu'on voit ici, c'est du travail à la chaîne. Donc, l'employé faisait la même chose tout le temps, et voyait juste sa tâche à lui. Vous ne voyez pas le produit fini. Donc, c'est plus utile d'avoir de la qualité parce que lui, il ne sait pas qu'est-ce que le client final veut. Il n'a jamais parlé avec le client final et il ne voit même pas le produit final. Donc, c'est beaucoup plus utile d'avoir cette qualité comme dans le Moyen Âge. Okay? Et ce n'est pas super motivant non plus faire la même chose toute la journée, ça devient un peu plate. Donc, on a dit, ben là, pour sauver de l'argent, il y avait beaucoup de plaintes. Alors, on a commencé à faire du contrôle de la qualité juste à la fin. Donc, à la fin, on finissait, exemple, la voiture et là, on l'a testée. Puis là, on voit si elle ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est bon de faire du contrôle de la qualité à la fin, mais il faut tout démonter la voiture, voir c'est quoi la cause. Wow, c'est long. Peut-être qu'on aurait dû faire du contrôle de la qualité avant la fin. Donc, ça a évolué de cette façon-là. Alors, ici, j'aime beaucoup cette phrase-là. Nous ne pouvons pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, moi, dans ma vie, j'applique ça. Quand je cours, bien, je me chronomètre parce que si je veux m'améliorer, bien, je veux savoir, bien, mon 100 km, je le fais en combien de temps? Bien, peut-être la semaine prochaine, je vais le faire un peu plus rapidement dans 4 semaines. Donc, si je ne mesure pas, je ne peux pas m'améliorer. Même chose pour ma diète, même chose. Mes calories, je dois les compter. Mon poids, je dois le mesurer. Si je veux perdre du poids, bien, je dois mesurer pour savoir si ce que je fais a un impact. Bien, en qualité, c'est exactement la même chose. On doit mesurer. Nous allons voir plusieurs façons de mesurer ici. Donc, comme j'ai dit, Adam Smith, Frederick Taylor, c'est le père de l'Organisation scientifique du travail, OST. Et M. Radford, c'est lui qui a commencé à dire, peut-être qu'on devrait vérifier la qualité même avant la fin et même durant la conception.
OK? Alors, c'est ça. Donc, là, si on parle de productivité, est-ce que ce contrôle de la qualité augmente la productivité? Ça veut dire quoi la productivité? Bien, la productivité, c'est un petit calcul, extrant divisé par intrant, et ça donne un chiffre. Donc, j'ai un petit exemple pour vous. Donc, je vais vous montrer ici le calcul de la productivité. Dans notre cas ici, on vend un produit à 120 $. Matière première, 33 $ par unité. Main-d'œuvre, 44. Énergie, 25. Ça donne 102. Donc, productivité, c'est extrant divisé par intrant. Extrant, ça a rapport avec le client final. Donc, c'est notre 120 $. On divise par les intrants. Les intrants, c'est 102 qui donne une productivité de 1,7. Donc, c'est productif. N'importe quoi plus que 1, c'est productif. Si effectivement ma matière première me coûtait 200 $, ça donne moins que 1, ce n'est pas productif. Donc, ça doit être plus que 1. Alors, c'est quoi le lien avec le contrôle de la qualité? Bien, si on réussit à ne pas gaspiller de la matière première, donc faire moins d'erreurs, ça va baisser notre coût de matière première, ça va baisser notre coût de main-d'œuvre, baisser aussi l'énergie. Et si on baisse ça, bien, ça augmente la productivité. Donc, c'est important de faire du contrôle de la qualité tout au long de la production. Je parle de production, mais ça peut être aussi la production d'un bilan ou d'état des résultats quand on parle de comptabilité ou d'un repas, si on parle d'un restaurant. Donc, vérifier la qualité à chaque étape et même avant de commencer, même le dessin au niveau de la planification. OK. On va continuer avec notre PowerPoint. Il est là, ouais, c'est ça. OK, donc en 1924, Schubert, il a créé des cartes de contrôle. Encore une fois, ça, c'est une façon de mesurer. Alors, si on mesure, encore une fois, on va améliorer les choses. Donc, nous allons voir un peu plus tard comment faire une carte de contrôle. Et ça, beaucoup de compagnies utilisent ça. Donc, est-ce que vous avez vu c'était qui ce monsieur-là à cheval? C'est M. Napoléon. Il y en a qui ont dit que c'est lui qui a donné cette phrase-là, cette fameuse phrase de « On ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer ». Est-ce que c'est lui? Je ne suis pas sûr ou non. À vérifier. OK. Un outil qu'on peut utiliser pour améliorer la qualité s'appelle un diagramme de Pareto. Donc, on va faire un exercice ensemble, faire un exemple de Pareto. On a déjà parlé de Pareto, vous vous rappelez, dans le ABC. Qu'est-ce qu'a dit M. Pareto? C'était le 20-80. Donc, on va ouvrir un fichier Excel. Est-ce qu'il est mon fichier Excel? Oui, voilà. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'erreurs dans le domaine médical. Ici, ça, c'est des erreurs par rapport à la distribution des médicaments. Ce serait le fun de savoir s'il y avait un lien entre l'heure de la journée et le nombre d'erreurs. Pensez-vous qu'il y a un lien? On va voir ici. Alors, ça, c'est le nombre d'erreurs. Ça, c'est l'heure. Alors, je vais faire un histogramme. Comment faire un histogramme? Alors, je vais me créer une nouvelle colonne qui s'appelle milieu de classe. Ça va être mes étiquettes de l'axe des X. Donc, ici, c'est entre 7 h et 9 h le matin. Donc, le milieu, ça va être 8 h du matin. Donc, comment j'ai fait ça? Je peux utiliser la fonction moyenne et faire la moyenne de ces deux-là. Voilà, c'est 8 h. Et ensuite, j'incrémente. Voilà. On sait que tous les graphiques, on doit mettre la fréquence relative ou le pourcentage. Donc, mon nombre d'erreurs ici, je vais le calculer, divisé par le total. On n'oublie pas le F4. On le met en pourcentage et on incrémente. Voilà. OK. Donc, ici, on voit que
Oh, il y a des moments de la journée où c'est très haut et d'autres moments où c'est très bas. Donc, ce serait le fun de faire quoi? Est-ce qu'on se rappelle ce qu'on a fait dans l'ABC? On a trié. On voit que je mets ça en gras, en jaune, et je vais trier ma liste. J'inclus les titres, je n'inclus pas le total, et je vais aller dans Données et trier. Je vais trier selon le pourcentage du plus grand au plus petit. Aha! Et maintenant, je vais créer une nouvelle colonne qui s'appelle pourcentage cumulé, ou la fréquence relative cumulée, si vous voulez. Alors, le premier, je clique dessus, il n'y a aucun calcul. Le deuxième, donc ça va être celui d'en haut plus celui d'à gauche. Je incrémente la deuxième cellule. Et voilà. Aha. Ça, c'est intéressant. Donc là, je vais être capable de dire, ben, c'est quoi les heures problématiques? C'est quoi les heures problématiques? Ben, on voit que 4 heures du matin, 6 heures du matin, 2 heures du matin, minuit. Pourquoi pensez-vous qu'il y a beaucoup d'erreurs à ce moment-là? Les gens sont à moitié endormis, les infirmières et peut-être les médecins aussi. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir plus de problèmes. Donc, wow, il y a un lien ici. On va faire le graphique juste pour montrer c'est quoi. Donc, nous allons prendre nos pourcentages ici. On va voir. Il y en a qui combinent ensemble le pourcentage et le pourcentage cumulé. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, on prend les pourcentages et ensuite, est-ce qu'on peut prendre? Oui, on va prendre juste les pourcentages. On va aller dans Insertion et on va faire un graphique. On utilise histogramme. Et voilà, un histogramme. Moi, j'ai pris le 3 dimensions. Et un histogramme, on sait que les bandes sont collées. Donc, il faudrait coller les bandes. Comment est-ce qu'on les colle? Je clique sur une des bandes et ils sont tous sélectionnés. Puis un clic du bouton droit. Je vais vous montrer le doigt. Il n'est pas gentil, ce doigt-là. Boum. On va aller mettre en forme une série de données. Et ici, vous voyez, largeur de l'intervalle, je veux qu'il soit collé, donc je vais minimiser cette largeur. Boum. Ah, là, ils sont tous collés, mais c'est toute la même couleur, c'est pas très beau. Donc, si je m'en vais dans remplissage, et je vais varier les couleurs par point. Ah, ça, c'est un peu plus beau. Maintenant, ici, mes étiquettes, j'ai dit que j'allais mettre les milieux de classe ici. Donc, je vais modifier mes étiquettes. On fait encore une fois un clic du bouton droit, sélectionner les données. Et là, je vais modifier les étiquettes de mon axe horizontal. Et je vais mettre les milieux de classe ici. C'est un peu plus beau. Et là, je vois que ça, c'est les heures problématiques. Je le vois visuellement. OK? Et là, je pourrais agir là-dessus peut-être, m'assurer que les gens qui travaillent ces heures-là, ben, leur donner un bonus ou s'assurer qu'ils travaillent moins d'heures par jour, quelque chose comme ça. Donc, il faut faire quelque chose pour éviter les erreurs. Il y a une façon d'intégrer les pourcentages cumulés aussi. Donc, on peut ajouter une deuxième série. Okay? Donc, normalement, il y a 2 séries. Donc, ce que je vais faire encore une fois, clic du bouton droit. Je m'en vais dans Sélectionner les données. Et ici, là, on est à gauche, je vais ajouter une nouvelle série. Donc, je vais ajouter une nouvelle série. Cette série-là, je vais l'appeler pourcentage cumulé. Et mes valeurs, c'est les pourcentages cumulés. Okay, donc, je sélectionne mes pourcentages cumulés. Et voilà. Donc, là, j'ai les deux ensemble. Pas très beau maintenant. Nous allons voir quoi faire pour ça. OK, là, j'ai les deux ensemble. Excellent. Alors ici, ce que je veux faire, je veux qu'une soit une genre de, je sais pas, une ligne brisée. OK? Alors, comment faire ça? Je m'en vais dans modifier le type de graphique. OK.
Voilà. Donc ici, je m'en viens ici. Et donc, c'est un histogramme groupé. Donc, le, le bleu ici, je veux que ça reste histogramme. Et le rouge, je veux que ça soit une courbe. Donc ici, le bleu, je le laisse tel quel. Le rouge, je veux que ça soit une courbe. Donc, je mets ici courbe avec marque. Voilà, courbe avec marque. Et le bleu, je le laisse tel quel. Et oups, ouais. Ouais. Pas très, très beau. On va encore une fois le modifier. Ouais, c'est plutôt lui. Ouais, c'est plutôt lui, c'est le premier. Voilà. Voilà. OK? Donc ici, on voit que, encore une fois, les trois premiers sont problématiques. Et si j'ai les deux ensemble, ouais, si je mets mes étiquettes de données, c'est comme trop d'informations. Je vais essayer. Je vais mettre ça sur une nouvelle feuille, déplacer mon graphique. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un graphique Pareto. Okay? On a les deux ensemble pour montrer les heures problématiques. Dans le deuxième onglet, cause du mois, est-ce que le mois de l'année pourrait être problématique? Est-ce que le mois de l'année peut être problématique? On va faire la même chose. Pensez-vous qu'il y a plus d'erreurs en janvier, en mars, en avril, l'été? Nous allons voir. Donc, ça, c'est le nombre d'erreurs des médicaments. Je vais calculer les pourcentages. Donc, je calcule mon total ici et ça donne 6048. Donc, je mets tout ça en pourcentage. Donc, 343 divisé par mon total. F4. Et voilà, je le mets en pourcentage. Et ensuite, j'incrémente. Je vais mettre ça en ordre. Donc, ici, assurez-vous d'avoir un titre pour chaque colonne. On change le format. Moi, je le mets en jaune. Et là, je vais être capable de trier ma liste. Données triées. Et je vais trier selon le pourcentage, du plus grand au plus petit. Ah, donc ici, je vois qu'il y a des mois où c'est plus problématique. Donc, juillet, on voit que c'est problématique. Pourquoi juillet? Qui prend les vacances en juillet? Ceux qui ont le plus d'ancienneté, donc les médecins qui ont le plus d'expérience. Qui travaillent l'été? Bien, les gens qui ont le moins d'expérience. Donc, oui, il y a plus d'erreurs l'été. En décembre, ouf, qui prend des vacances? Encore une fois, à Noël, les gens qui ont plus d'ancienneté s'en vont et les plus jeunes vont travailler. Donc, c'est les mois où il y a le plus d'erreurs. Donc, encore une fois, je peux faire un Pareto avec ça. Donc, voilà. Je vais faire un bel histogramme. Insertion. Voilà. Toujours utiliser les pourcentages quand on fait mon histogramme. Donc, je vais encore une fois les coller. On va les coller, mettre en forme. Voilà, c'est collé. On a mis la largeur à 0. Et ensuite, donc ici, on voit encore une fois, ce n'est pas très beau comme graphique. Tout est collé comme ça et il n'y a pas de différence. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est changer de couleur. Chacun veut sa propre couleur. Même chose, mettre en forme une série de données, remplissage. Et là, je vais varier les couleurs par point ici. Donc, ça, c'est un peu plus beau. Je change les étiquettes. Je mets ici les mois de l'année. Donc, à droite, étiquette de l'axe horizontal. Je mets les mois de l'année. Et voilà. Là, on peut faire une analyse un peu plus intéressante. Donc, ici, si je m'en vais dans Création, déplacer le graphique. Voilà. Donc, on voit que les mois les plus problématiques, c'est juillet, décembre, novembre. Je pourrais rajouter l'autre aussi, Pareto, si je veux faire un vrai graphique Pareto, mais ça, c'est un histogramme. Donc, il y en a qui mettent la deuxième courbe, il y en a qui ne la mettent pas.
Vous devez être capable de faire les deux. OK? Alors ici, comme il a dit, on voit que moi, j'ai choisi un graphique à à 3 dimensions. L'autre aussi, j'avais fait un graphique à 3 dimensions. Alors, pour être capable d'ajouter ma deuxième série, Excel n'aime pas ça quand c'est 3 dimensions. Il faut le faire à 2 dimensions pour ajouter cette deuxième courbe. Donc, vous voyez qu'il me l'a dit. Pour ce graphique-là, il fallait que ça soit 2 dimensions. Donc, assurez-vous, si vous voulez faire ce graphique-là avec la courbe des fréquences relatives cumulées, 2 dimensions, votre histogramme. Okay? Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser pour améliorer la qualité. Après ça, une fois qu'on a fait le graphique, on doit décider quoi faire pour éviter qu'il y ait juste des gènes qui travaillent en même temps. On continue dans notre PowerPoint. Voilà. OK. Alors, il y a 3 termes qu'on utilise souvent, la gestion de la qualité, l'assurance de la qualité et le contrôle de la qualité. C'est quoi la différence entre ces 3-là? La définition de la qualité, on a vu que c'était quoi? Vous vous rappelez? Conforme aux spécifications. C'est quoi la distinction entre contrôle, assurance et gestion de la qualité? Le contrôle, ça veut dire quoi contrôler? Il y a plusieurs définitions. Quelqu'un qui contrôle quelque chose d'autre, ça n'a pas rapport. Ici, ça, c'est plus dans un cours de psychologie. Mais pour nous autres, contrôler veut dire, il y a une comparaison entre deux choses. C'est une vérification. Donc, exemple, je reçois mon cellulaire, je reçois des cellulaires et j'ai un dessin et il faut que c'est les mêmes dimensions. Donc, je vais faire un contrôle, je vais comparer ce que j'ai reçu versus ce que j'ai planifié de recevoir. Donc, souvent, c'est un dessin en 3 dimensions, un plan, et on peut comparer ça. C'est une façon de faire du contrôle de la qualité. Contrôler, c'est vérifier. Contrôler, vérifier. Ou comparer. Est-ce que c'est suffisant de faire juste du contrôle de la qualité? C'est bon de faire du contrôle, sauf que si les gens continuent à faire les mêmes erreurs, ben, on va à chaque fois réparer et réparer et réparer. Donc, c'est mieux, au lieu de faire du contrôle, ben, peut-être de prévoir, faire des choses pour améliorer la situation, analyser la situation. Exemple, si j'ai toujours une machine qui me cause toujours des problèmes, ben là, je peux regarder des graphiques et dire, ben, cette machine-là, elle ne fonctionne pas bien. Même si les employés travaillent bien, donc il faudrait la remplacer ou la réparer. Donc, il faut faire de l'analyse pour être capable d'éviter des erreurs, OK? Avant qu'elles arrivent. Ça c'est un peu plus intéressant financièrement. Donc, je peux décider de tester une pièce. À chaque 10 minutes, je teste une pièce. OK, ça, c'est du contrôle, n'est-ce pas? L'assurance de la qualité, bien, une fois que j'ai trouvé cette pièce non conforme, quoi faire? Alors, l'assurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des activités à faire, des procédures à faire et je les applique. Assurance de la qualité, encore une fois, je répète, j'ai des procédures. Quoi faire dans ce cas? Quoi faire? J'ai des procédures qui sont établies et ensuite, je les applique. Donc, c'est ça de l'assurance de la qualité. Et si j'applique mes procédures, avec le temps, je devrais éliminer les erreurs de qualité. Si tout le temps, j'améliore la situation. La gestion de la qualité, le mot gestion, on l'a vu tôt au cégep, le PODC. Vous vous rappelez, c'est quoi le PODC? Planifier, organiser, diriger, contrôler. Donc, gestion, là, c'est à long terme. J'ai un plan à long terme. Exemple, je vais réduire mes plans de 25 dans les 3 prochaines années. C'est un but à long terme. Donc, gestion, ça a rapport plus avec le long terme. Qu'est-ce que je devrais faire pour le long terme arriver à mes buts? Donc, si je fais de la gestion, j'ai un plan à long terme. Qu'est-ce qui est inclus là-dedans? L'assurance de la qualité. Je dois avoir telle procédure. Et dans mes procédures, je dois avoir une des procédures, ça va être
Il faut que je fasse du contrôle. Alors, si je fais de la gestion, ça veut dire que je fais de l'assurance. Et si je fais de l'assurance, ça veut dire que je fais du contrôle. On voit que les flèches font comme ça. Mais si je décide demain, je fais du contrôle de qualité, est-ce que ça veut dire que je fais de l'assurance? Non. Moi, la flèche va seulement dans une direction, pas dans les deux. Si je fais de l'assurance de la qualité, est-ce que ça veut dire que je fais de la gestion? Pas nécessairement. Donc, ça, je suis allé chercher les 20 éléments de l'assurance de la qualité. Ça s'appelle ISO 9001. C'est une compagnie qui font la certification de la qualité. Si vous avez des procédures pour ces 20 éléments-là, ils vont vous certifier et ils vont dire, OK, ça veut dire que vous êtes certifié ISO 9000, vous avez des procédures de qualité et vous les appliquez. Donc, on voit ici quelques-unes. Pour le management, c'est quoi les responsabilités, design control. Donc, oui, même au niveau du dessin, de la conception de la pièce, on doit avoir une procédure comment s'assurer que le dessin de la pièce. Si le dessin de la pièce n'est pas bon, oh my God, c'est vrai que tout le reste n'est pas bon. Donc, c'est important de faire de la qualité même au niveau du dessin de la pièce. Quoi faire maintenant par rapport pour choisir mes fournisseurs? Il y a une procédure pour ça. Quoi faire pour l'inspection? Il y a une procédure pour ça. Quoi faire quand je reçois ou quand je vois une pièce qui n'est pas bonne durant la production? Quel est le processus? Okay. Moi, quand je travaillais chez Précision, j'étais en charge de ça et on avait une procédure. Si je trouve une pièce qui n'est pas bonne, oups, on arrête la machine, on met une tag rouge dessus, on met ça dans un fichier Excel et ensuite, quand ça arrive 2, 3, 4 fois, là, on arrête vraiment la machine et là, on dit, c'est quoi le problème? On analyse. Est-ce que c'est l'employé? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est l'électricité? Est-ce que c'est les matières premières? On essaie de trouver qu'est-ce qui cause ces problèmes-là. Et là, ça prend un autre outil, vous allez voir dans un autre cours, des outils, une fois qu'on a trouvé le problème, comment régler ça. Donc, chaque élément doit avoir une procédure et ensuite, quelqu'un vient de ISO et ISO, c'est en Genève. Alors, ils vont envoyer quelqu'un, souvent, ils ont des personnes qui travaillent au Canada et ils vont vérifier est-ce que vous appliquez vos procédures aussi. Et là, ils vont vous certifier si la réponse est oui. Je vous ai mis dans donner une activité pour différencier c'est quoi de la gestion, c'est quoi de l'assurance et c'est quoi du contrôle de la qualité. Je vais vous montrer ça. Vous allez faire ça en devoir. Donc, je vous montre ça. Est-ce que j'ai le fichier? C'est bon, je vais le trouver. Je n'ai plus besoin de ça. Oui, mon fichier, je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà. Contrôle versus assurance. Ah, c'est le. OK. OK. Donc, je partage le fichier avec vous. Est-ce qu'il est? Oui, il est là. OK. OK. Donc, cette feuille-là, on voit ici qu'on vous donne un exemple. Vérifier l'indice d'octane d'essence dans une raffinerie. Est-ce que c'est de la gestion de la qualité? Est-ce que c'est de l'assurance ou c'est du contrôle? Vérifier. Oh, juste ce mot-là, vérifier, ça devrait vous donner une bonne idée. Surtout que je vois le mot vérifier, ça veut dire que, OK, je compare deux choses pour voir si c'est bon ou pas bon. Donc, on sait que la première réponse, c'est quoi? Vérifier, c'est la même chose que contrôler. Fait qu'on mettrait un X ici. Donc, je vous suggère de le faire sur une feuille de papier ou bien dans un logiciel comme Paint, on peut mettre un X ici pour dire lequel a été choisi. Ça, c'est du contrôle de la qualité. Donc, je vais vous donner la première réponse. OK? Il y a d'autres qui s'appellent faire une carte de contrôle. Nous allons voir à la fin du cours c'est quoi une carte de contrôle. Et après ça, vous allez être capable de me dire si ça, c'est du contrôle de la qualité, de l'assurance ou de la gestion. Et il y a juste une bonne réponse par situation. Donc, à faire dans votre prochain devoir. Il y a deux feuilles pour cet exercice-là.
Continue. OK. Ouais, il est là mon PowerPoint. Voilà. OK. Nous avons bien sûr, c'est assez facile de mesurer la masse, dimension. Ça, c'est des choses qui sont faciles à tester. C'est mesurable. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment mesurables, mais qu'on peut quand même tester la qualité, comme la saveur. Je goûte une orange. Oui, c'est du contrôle de la qualité, mais c'est juste le goût de la personne. Ce n'est pas mesurable. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas du contrôle de la qualité. L'esthétique, il y a des gens qui peuvent regarder quelque chose et dire ah, c'est beau, c'est pas beau au niveau du linge, des choses comme ça. Alors, ça, c'est encore une fois, c'est du contrôle, mais ce n'est pas mesurable. Les types de défauts, on voit ce frigidaire, ce beau frigidaire. Alors, il y a des défauts mineurs. Donc, s'il est mal peinturé, c'est un défaut mineur. Ça se répare très facilement. Il y a des défauts qu'on appelle majeurs. Donc, si les frigidaires sont isolés, si le frigidaire est mal isolé, bien, il ne va plus fonctionner et les choses vont devenir pourries là-dedans. Donc, c'est un défaut majeur. Normalement, ça coûte un peu plus cher réparer des défauts majeurs. C'est juste pour classer le type de défaut. Troisième type de défaut, c'est un défaut critique. Donc, si, exemple, il y a un gaz qui s'échappe et là, ça peut exploser, ça peut tuer quelqu'un, là, c'est critique. Donc, il y a des défauts qui sont critiques où là, la vie des personnes ou leur santé est en danger. Donc, défaut critique. Les tests peuvent être destructifs. Donc, si on voit ici un exemple de test destructif, donc on peut faire un test comme ça. Donc, par exprès, on va rentrer une auto dans le mur, voir c'est quoi l'impact. OK? Ici, on met un genre de mannequin là-dedans pour voir c'est quoi l'impact sur le cerveau, sur le cou. Donc, ça, il faut détruire l'auto pour la tester. Un autre exemple, ici, on voit que ce casque-là, il va tester, donc on va frapper le casque, voir si la tête de quelqu'un est protégée. On doit détruire, ou il y a une possibilité de détruire la pièce en le testant. Autre exemple de test destructif, j'envoie une rondelle à 100 km/h sur le casque et ça peut le détruire. Test destructif. Mettre en feu, ici, on voit que le casque pour des conducteurs de Formule 1, c'est un test destructif. Goûter quelque chose. Je te donne un muffin, tu le goûtes, ben, c'est un test destructif. On ne peut plus le vendre, ce muffin-là, une fois que vous l'avez goûté. Test destructif. Ça aussi, c'est un test destructif des casques, mais ce n'est pas vraiment intelligent de faire des tests comme ça. Il y a des tests non destructifs comme peser. Je peux peser quelque chose. Ben, on peut vendre le produit après, même si on l'a pesé. On peut mesurer le poids, la hauteur, la largeur. Toutes ces choses-là sont non destructifs. Ici, on voit cette madame qui teste un oléoduc, le gaz. Donc, pas besoin de détruire rien pour le tester. On voit si ça, s'il y a le volume de je ne sais pas si c'est du pétrole, du gaz naturel. Est-ce que il fait ce qu'il devrait faire? Oui ou non? Ce n'est pas destructif. Je peux aussi allumer une lumière. Allume, on éteint. Test non destructif. Donc, ça, on voit ici, on est en train de voir un tuyau. Quel est son diamètre? Donc, ça, c'est un micromètre qu'on utilise. Test non destructif. On peut vérifier à 100%, comme, pas très beau ça, hein? Ça, c'est un cœur artificiel. Oui, quand je les reçois à l'hôpital, je dois tester chacun d'eux. Pourquoi ne pas tester 1 sur 10? Bien, c'est pas une bonne idée parce qu'il y a un qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui arrive à la personne?
On ne va pas parler de choses négatives, mais il faudrait tester chacun des cœurs artificiels, n'est-ce pas? Des moteurs d'avion, est-ce qu'on peut, même chose, tester 1 sur 10, 1 sur 20? Mais non. On va toutes les mesurer, on va toutes les tester parce que ce serait désastreux s'il y avait même un qui ne fonctionne pas. On peut aussi faire de l'échantillonnage. Donc, j'en teste juste quelques-uns. On va voir ça dans un autre cours à la réception. Comment on fait de l'échantillonnage? Combien de pièces est-ce que je dois tester? Souvent, on voit si c'est des pièces B ou C qu'on fait de l'échantillonnage. Donc, on voit cette madame qui teste du jus. Je ne peux pas faire un test à 100 elle ne peut pas boire 100 des jus, sinon on n'aurait rien à vendre. Donc, ce ne serait pas vraiment intelligent de faire un test à 100 sur du jus. Un échantillonnage, c'est mieux. Alors, il y a une activité qui s'appelle classification des tests. Donc, je vais vous le montrer, puis vous allez faire un devoir aussi. Je vais vous montrer le fichier. Donc, je l'ouvre tout de suite ici. Classification des tests. Voilà. Je partage mon écran. Il est là. Voilà. Donc, dans ce fichier-là, go. OK. Alors, ici, dans ce fichier-là, nous avons 4 choix. Et ici, les choix sont là. Donc, ici, exemple, le premier, analyse bactériologique des bouteilles vides. Bien, un, c'est quoi? C'est un test destructif, mais par échantillon. 2, c'est un test destructif à 100%. 3, c'est un test non destructif par échantillon. Et 4, c'est 100% sont testés, mais c'est un test non destructif. Donc, ces bouteilles-là, ici, bien, on va toutes les tester parce que la vie des gens est en danger, mais c'est un test non destructif. Et voilà. Donc, pour les autres, vous allez me dire 1, 2, 3 ou 4. Okay. Est-ce que ça existe, le 2, pensez-vous, où on va tester 100% des pièces et c'est un test destructif? Oui, c'est possible. C'est possible. Vous allez voir dans certains cas. Okay? Pas commun, mais c'est possible. Donc, ça aussi, ça va faire partie de votre prochain devoir. Il y a 2 feuilles ici des exemples à faire. Ouf, on continue. Voilà. Combien tester des pièces durant la fabrication? Alors, il y a un graphique qui est très simple, que je vais vous montrer. Super simple de voir ici comment le faire. Donc, je vais vous montrer le fichier. OK. Je ferme ça. Oui, je l'ai ici. OK. Donc, voilà. Alors, ça s'appelle quantité optimale à tester. Alors, on a quatre colonnes. La première colonne, c'est le pourcentage à tester. Donc, on peut mettre pourcentage à tester. Ici, on voit que ça monte, ça monte, ça monte, ici, dans cette colonne-là. Donc, ça, c'est les coûts reliés au test ou reliés au test. Donc, plus je teste de pièces, il y en a que je vais jeter. Donc, c'est des coûts. Je dois payer l'employé, je dois payer sa machine pour tester, ses outils pour tester. Donc, on voit que plus je teste des pièces, plus ça augmente. L'autre colonne ici, c'est des coûts reliés, à la non-qualité. À la non-qualité. Donc, ça, c'est plutôt des retours, des plaintes, des choses comme ça. Donc, si je teste très peu de pièces, ça me coûte plus cher. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se plaindre, qui vont retourner leur laveuse, leur sécheuse, leur télé, demander des réparations. On voit que le coût est... Et plus je teste des pièces, plus le pourcentage monte, bien, ce coût-là, il baisse. Donc, si je décide de tester 100% des pièces, bien là, je suis sûr que toutes les pièces sont bonnes.
et il y aura 0 personnes qui vont se plaindre tout de suite, n'est-ce pas? Donc, ça va baisser mes coûts, mais ça augmente mes coûts reliés au test. Donc, ce n'est pas l'idéal. Donc, on doit trouver un juste milieu. J'ai calculé ici dans la dernière colonne la somme des deux, c'est le total. Alors, je fais un petit graphique ici et j'essaie de trouver où le total y est le plus bas. Okay? À quel pourcentage est-ce que le total est plus bas? Donc, je peux faire un petit graphique ici, le voir visuellement. Je sélectionne ces trois-là en même temps. Et la première colonne, ce sera mes étiquettes de l'axe des X. Donc, insertion, je fais un graphique à ligne brisée, lui. Moi, je choisis le quatrième. On voit ici le bleu, c'est le coût relié au test. Plus je teste de pièces, plus c'est cher. Je vais mettre les étiquettes ici. Donc, sélectionner les données. Voilà, le pourcentage à tester. C'est beau. Et on essaie de voir quel pourcentage est-ce qu'on devrait tester idéalement. Le rouge ici, c'est le coût relié à la non-qualité. C'est-à-dire que plus je teste des pièces, moins ça me coûte. Et celui en vert, c'est lui qui me donne la somme des deux, le total. OK? Donc ici, je vois que l'idéal, où cette courbe-là est son plus bas niveau, on voit que c'est à 75 997 et ça correspond à 70 %. Donc, à 70 %, c'est la... Donc, si je fais de la production, bien, je devrais tester 70 % des pièces. J'ai des chiffres que j'ai inventés. Souvent, le chiffre n'est pas aussi élevé que ça. Souvent, ça va être un 10 % des pièces qui devraient être testées, 20 %, peut-être 30 %, mais avec ce graphique-là, on voit que ici, le plus bas niveau, c'est à 70 %. Donc, c'est un autre outil qui nous aide dans la gestion de la qualité. Vous allez en voir d'autres dans un autre cours aussi. On continue. Ici, voilà. OK. La prochaine étape que nous allons voir, c'est des cartes de contrôle. Alors, ça, c'est tout un autre calcul. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Vous allez respirer un peu et ensuite, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire des cartes de contrôle. Donc, à bientôt. Je vais fermer ça. Moi aussi, je dois respirer pour prendre une gorgée d'eau. Tantôt.